Les élections américaines ont eu lieu et le verdict est tombé. Le prochain président sera Donald Trump. On va vous parler des premières conséquences auxquelles on peut s'attendre, des taxes sur l'importation, il l'avait annoncé, ce qui pourrait avoir son lot d'effets sur la tech américaine et donc internationale, sans compter les effets indirects, comme ceux des représailles sur le plan économique par les concurrents dans le monde, mais aussi les conséquences que l'on peut dès à présent mesurer, notamment le sacre d'Elon Musk, qui risque bien d'avoir tout pouvoir pour continuer sur sa lancée, que ce soit dans l'innovation spatiale, mais aussi dans le développement de l'intelligence artificielle libertarienne, on peut la considérer comme telle, et la toxicité de Twitter. On se demandera également quelles conséquences pour les GAFAM et même pour l'écologie. Spoiler, ça va peut-être être dur. Et puis on pourra aussi mesurer les premiers effets qui se manifestent déjà. La hausse notamment vertigineuse des crypto-monnaies. Le Bitcoin est aujourd'hui à plus de 80 000 euros. Il a doublé en un an, il a pris 30% en une semaine. On parlera aussi plus globalement des lanceurs spatiaux dans le monde avec notamment des nouvelles de Thémis en Europe et un peu d'innovation au Japon. Tiens, écoutez bien jusqu'au bout, vous allez assister à le relais des satellites en bois. Qui l'eût cru. On fera aussi un focus sur l'intelligence artificielle et un autre sur les jeux vidéo. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en novembre 2024 et c'est l'épisode 387. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, j'imagine que tu pètes le feu et que tu es serein comme jamais pour l'avenir, c'est ça ? Écoute, on va dire que je suis d'un enthousiasme plus modéré que toi, là, tout de suite, mais ça va revenir. Ouais, on va suivre tout ça ensemble, vous allez voir. Au passage, tu sais, j'avais parlé très brièvement du hack de Free. On en avait tous parlé, je pense. Il a été revendiqué, ce hack, et la personne qui est derrière a pris la parole en disant qu'il a fait ça par une forme de militantisme pour dénoncer un certain nombre de prises de position, notamment dans le domaine de la surveillance, et puis pour aussi dénoncer les lacunes en matière de sécurité de Free. Je ne sais pas si, tu vois, c'est un peu le ton du moment. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle de savoir qu'un hacker a toutes les données, mais qu'il ne les a pas vendues en tout cas. Donc peut-être que votre IBAN n'est pas en circulation comme on pouvait le craindre. Allez, les interactions et la communauté sont importantes et sont à l'honneur, comme d'habitude. Et je voudrais dérouler le tapis rouge pour Alex, Thomas Daubigny, Nerda, Lynx Galactique, Yves 0673 et Talk Tonight. Oui, parce que vous qui écoutez Tech Café, si vous appréciez le contenu et que vous souhaitez soutenir notre travail tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, vous pouvez faire comme eux et lancer votre navigateur pendant l'écoute de cet épisode et vous rendre sur patreon.com/techcafé. En vous abonnant, vous accédez à un flux sans pub pour écouter Tech Café dans votre application de podcast habituelle. Vous aurez aussi des petits contenus que je vous adresserai plus personnellement. Vous profitez de Tech Café tout en vous déplaçant, en bricolant, en faisant du sport ou même en vous occupant de votre ménage. Ça vous manquerait que ce soit plus le cas, devenez membre sur patreon.com/techcafé. Comme ça, vous assurez la pérennité du podcast et vous contribuez à maintenir, on l'espère, une source d'infos fiable et de qualité dans le domaine des nouvelles technologies. Ouvrez votre navigateur et abonnez-vous. Dès maintenant, on a un avis sur Apple Podcast de Marmule83 qui a mis 2 étoiles. Il a déposé ça assez brièvement, assez récemment, pardon. J'écoute depuis quelques années maintenant, pour être honnête. Je me suis mis au niveau de l'émission pour noter le podcast. J'ai donc séparé la note en 2 parties. Technique 2,5 sur 2,5. Arrondi à 2 parce que pas de note décimale sur Apple. Politique, discours orienté, 0. 0 sur 2,5. Explication, donc technique, podcast de très bon niveau technique avec une belle pédagogie pour expliquer simplement des notions pointues. Politique, Guillaume, tiens-toi bien. Notre gauchisme commence à prendre trop de place dans une émission spécialisée dans la tech et non politique, ce qui devient de plus en plus insupportable. À l'origine, j'écoutais ce podcast pour me déconnecter de toute la politique que l'on entend à longueur de journée. J'envisagerai un soutien sur Patreon uniquement le jour où vous mettrez la politique et vos partis pris systématiquement contre Musk, par exemple, de côté pour ne vous concentrer que sur la technique. On ne va pas argumenter trop longtemps parce qu'on a déjà eu l'occasion de prendre parole sur ce genre de choses. Merci en tout cas d'illustrer la polarisation qu'on peut avoir, je pense, dans la perception de l'info et même plus globalement des médias en ligne. C'est marrant d'ailleurs de voir ce commentaire publié assez récemment. Il n'y a pas à argumenter, donc, comme je disais, parce que ne serait-ce qu'au sujet d'Elon Musk,
d'ailleurs pour lequel on arrive à souligner l'avancée que représente l'innovation de SpaceX, par exemple, hein, ou dans l'innovation technique pour les voitures électriques. Il y a eu un dossier de Guillaume sur les moteurs Tesla hyper intéressant. Mais on revendique aussi, hein, je pense, notre engagement et notre positionnement. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter, donc n'attends pas d'évolution fondamentale, Marmule, pour nous soutenir. C'est pas grave. On est conscient qu'on ne répond pas à tes attentes. Et il me semble d'ailleurs assez illusoire d'imaginer qu'on puisse réellement parler de tech, comme d'une immense majorité d'autres sujets, sans parler de politique. En réalité, je pense même que désormais, tout est un peu politique, hein. D'aucuns disent la météo n'est pas politique. Je pense que la météo aussi a une composante de politique, même si elle n'est pas constituée par la politique, quoique dans sa restitution. Et en tout cas, si tu souhaites écouter des infos tech sans en faire une analyse sérieuse et complète, je pense que tu trouveras d'autres contenus en ligne plus adaptés. Si vous ne partagez pas forcément l'opinion de Marmule83 et que vous n'avez pas encore déposé un avis sur Apple Podcasts ou sur Podcast Addict, je compte évidemment sur vous pour nuancer peut-être son opinion sur Tech Café. Je vous invite aussi à commenter sur techcafé.fr et puis à discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord. D'ailleurs, c'est là aussi qu'on pourrait prolonger cette discussion qui pourrait être intéressante, sur laquelle on pourra avoir un petit dialogue. techcafé.fr/Discord. On a des interactions avec les auditeurs multiples, notamment là aussi donc sur Discord. Un petit mot pour souligner que Fiber Optic, ou Fiber Optic, si je le prononce peut-être pas très bien, qui a créé un outil assez cool, qui est un outil de coloriage, mais qui répond à des prompts. Donc évidemment, ça se base sur de l'intelligence artificielle générative. Et c'est sympa de se dire que voilà, si vous voulez un coloriage avec vraiment un environnement bien spécifique pour vos enfants, vous allez sur son site et puis vous tapez la requête et puis ça va vous sortir un coloriage assez personnalisé. Et on discutait sur Discord du business model à appliquer à ce genre de choses, parce que pour l'instant, il est en phase fermée, hein. Vous pouvez aller vous inscrire, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode pour tester, ou en tout cas demander à tester l'outil. Et moi, naïvement, je disais, peut-être ça peut être un accès gratuit et puis un accès avec abonnement à vie. Tu vois, tu payes en une fois. Moi, j'aime pas trop les abonnements. Et il y a TK qui réagissait. C'est hyper intéressant. Il disait, je pense que vraiment, ça va être un vrai chamboulement dans les ventes d'app, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est passé aux abonnements à gogo parce que c'était à la mode. Et puis, les gens se sont rebellés. Limite, on a grandement réduit nos abonnements. Et aujourd'hui, dès qu'on met de l'IA dans une app, la partie abonnement se justifie grandement. À voir comment ça va se régler. Mais en tout cas, effectivement, dès qu'on a des requêtes qu'on envoie sur un service d'intelligence artificielle, à moins de tout générer en local, au niveau des serveurs, forcément, il y a un coût récurrent qui justifie, à ce stade, en tout cas, pleinement l'abonnement. Bon, les discussions continuent sur plein d'autres sujets. Il y a Renaud J qui a parlé aussi des fausses offres d'emploi. Il a réagi à ce sujet. Je ne sais pas si c'était sur Discord ou sur ailleurs, Guillaume. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, sa réaction. Oui, j'ai vu. Ouais. Il nous confirme effectivement que la pratique de fausses offres d'emploi se fait aussi en France. Et pour les mêmes raisons, et que c'est pas du tout d'hier. Il relate une expérience similaire dans une start-up des années 2000. Il recrutait 10 personnes, mais il communiquait sur 150 recrutements. Et il y a aussi eu le coup des entretiens d'embauche qui sont en fait des tentatives d'espionnage déguisées, voilà, plus ou moins bien déguisées d'ailleurs. Il y a eu des retours sur Dropbox aussi, que bon voilà, si nous on l'utilise plus trop, c'est vrai qu'il y a certains auditeurs qui sont toujours dessus apparemment. C'est simple et agréable à utiliser à la fois sur Linux, Mac et Windows. Les autres solutions sont peut-être pas aussi égalitaires sur l'usage qu'on a sur toutes les plateformes, ils ont des orientations un peu différentes. Il y a la fonction de scanner de Dropbox aussi qui est mentionnée. Moi, c'est vrai que j'utilisais Dropbox moi aussi il fut un temps. Avant, j'ai été plutôt content. Je suis passé sur une solution de Nextcloud en ce qui me concerne. Et c'est vrai que tu t'héberges toi-même. JMad a dit qu'il n'a pas trop envie, lui, de gérer lui-même sa solution d'hébergement, ce que je peux évidemment tout à fait comprendre d'ailleurs. Et puis il y a Fred aussi qui fait un petit commentaire sur Reddit qui, du coup, comme on l'a décrit la semaine dernière, se met à disposition sur Internet des masses énormes de textes traduits et pas très bien. Donc en français, voilà, si vous le regardez de France, mais en espagnol, si vous le regardez en Espagne, etc. Et qu'il se dit, si ça c'est utilisé pour entraîner de futures IA, on est sur une qualité sur une qualité qui est vraiment médiocre de texte. Alors les textes d'origine en anglais, qui sont parfois médiocres aussi, sont toujours disponibles, et si vous consultez d'une IP aux États-Unis, de toute façon c'est ça que vous verrez. Et d'ailleurs vous pouvez désactiver en fait la traduction en cliquant sur le petit icône langue. En fait il y a une petite icône avec un petit... je sais plus exactement quel tranché là. Le petit icône, c'est un petit kanji, c'est un petit, c'est le kanji du texte en fait. Et juste à côté de télécharger l'app, par exemple, vous avez un petit truc, vous pouvez désactiver en réalité ce truc-là si vous le voulez. Et donc, je voulais, oui, voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi que bon,
De toute façon, voilà, comment font les boîtes d'IA pour récupérer du texte? Elles lancent des robots. Et puis, de toute façon, le truc, c'est que ces robots, en général, ils agrègent un petit peu tout. Donc, c'est pas dit que déjà la fonction soit activée, parce que ça dépend d'où sont les robots, tout simplement, de quelles IP ils regardent. Et puis, Reddit aussi a explicitement durci sa position sur ces données. Donc, les données sont bloquées autant que possible, et les robots sont bloqués autant que possible. Donc, en fait, les boîtes qui font de l'IA, Microsoft en tête, Hoffman a dit que ces boîtes étaient une douleur dans le cul, je cite. Et donc, pour récolter en masse des données de Reddit, il faut passer des accords avec lui, utiliser ses API, et donc accéder au contenu dans la langue d'origine, au contenu d'origine, non traduit. Donc, mais c'est vrai qu'en général, c'est quand même vrai que la prolifération de textes synthétiques sur Internet devient une problématique quand on veut agréger de la donnée pour entraîner un modèle de langage aujourd'hui, et c'est vrai que ça va pas s'arranger. Et du coup, Guillaume, juste pour préciser, Nextcloud, tu l'auto-héberges, c'est ça? Tu l'as installé sur un petit serveur de ton côté? C'est ça, moi je l'auto-héberge. Après, on peut le faire héberger aussi en ligne. Moi je l'auto-héberge parce que ça m'amuse un petit peu aussi, mais c'est vrai que je comprends que ce soit pas forcément pas forcément pour tout le monde, quoi. Ouais, on n'a pas forcément envie de se lancer là-dedans. Il y a aussi les solutions de Western Digital. Je ne sais plus si ça existe toujours, mais je crois que c'était des solutions assez sympas avec les disques durs accessibles. Bon, allez, sans autre forme de procès, on enchaîne parce que forcément, et oui, n'en déplaise à certains et à certaines, il faut absolument qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé en matière de politique. On s'est déjà expliqué dans le précédent épisode hebdomadaire de pourquoi est-ce qu'on est amené à parler politique. Bon, puis après, attention, on ne parle pas de tous les aspects de la politique, mais là, c'est important quand même, puisque y a l'élection présidentielle américaine qui s'est déroulée la semaine dernière, Guillaume. Oui, on va passer à l'actu. Faut bien je resterai volontiers dans le déni, mais bon, ce serait pas très professionnel. Et puis bon, oui, désolé, je sais, mais bon, là, on va parler de l'élection, enfin en tout cas des conséquences sur la tech que ça pourrait avoir, l'élection de Donald Trump. Parce que oui, comme vous le savez tous, il a été élu beaucoup trop confortablement, président des États-Unis, donc il revient plus énervé, plus sûr de lui, et même plus légitime finalement qu'en 2016. Dans un monde encore plus complexe et inflammable qu'alors, alors quel sera l'impact de cette réélection sur les divers enjeux géostratégiques cruciaux quand même, qui se jouent en ce moment? C'est très dur à dire. Les experts se cassent la tête là-dessus en ce moment même. Faut dire que Trump est chaotique, et si c'était dans ce Donjons et Dragons, il serait chaotique evil, tu vois. Il est imprévisible, il change d'avis régulièrement, parfois même à 180 degrés. Un bon exemple, c'est les cryptos, alors qu'il parlait de ça comme d'une immense arnaque en 2016. Trump est aujourd'hui le président des cryptos, second lobby après celui des hydrocarbures à l'avoir le plus soutenu. Le Bitcoin est d'ailleurs à un niveau historique, et c'est pas le seul à être euphorique, puisque presque toutes les 10 personnes les plus riches du monde sont devenues instantanément plus riches après l'annonce de sa réélection. La fortune de ces 10 personnes s'est accrue collectivement de 64 milliards de dollars du jour au lendemain. Donc, alors Elon Musk, bien sûr, en a profité le plus, dans les 26,5 milliards à lui tout seul. Il y a Larry Ellison aussi, qui a fait 10 milliards quand même. En fait, il n'y a que Mark Zuckerberg et Bernard Arnault qui ont perdu, de manière négligeable pour Mark, ne vous inquiétez pas trop pour lui. Pratiquement tous les milliardaires du top 10, d'ailleurs, sont des fondateurs du monde de la tech. On retrouve Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Steve Ballmer, Bill Gates aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la tech? Parce que bon, pour les enjeux géostratégiques, évidemment, c'est pas notre sujet quand même. On va essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire pour notre sujet à nous, quoi. Potentiellement, ça veut quand même dire plein de choses, parce que Trump, il a un programme quand même. On ne sait pas exactement ce qui va être appliqué ou pas, et ce qui changera selon l'humeur du moment, ou les fidélités des uns et des autres, parce que Donald revient, mais il n'est pas seul. Il y a Riri, Fifi et Loulou aussi avec lui. Et ça donne lieu à des situations qui sont un peu paradoxales. Alors, Riri, Fifi et Loulou, il y a Elon Musk, il y a Peter Thiel, il y a J.D. Vance aussi derrière, qui ont dit aussi plein de choses et qui ont aussi des intérêts qui peuvent parfois sembler divergents avec Donald Trump, comme sur la question des voitures électriques ou des droits de douane, par exemple. Et donc les droits de douane, effectivement, voilà, on peut enchaîner là-dessus si tu veux, parce que c'est quand même un sujet vachement important. C'est une constante dans la politique américaine de ces dernières années, c'est l'opposition à la Chine. Ça, c'est transpartisan pour le coup. Trump est aussi très isolationniste, donc il va durcir encore sa politique vis-à-vis du pays, et bien sûr, ça a des implications majeures pour la tech, parce qu'en tant que fournisseur et en tant que marché énorme, la Chine, c'est très très important pour la tech mondiale. Donc Trump a annoncé qu'il appliquerait des droits de douane de 60% sur toutes les exportations venant de Chine. Bon, il va aussi appliquer 20% de taxes à tout produit étranger d'où qu'il vienne, ce qui va nous impacter directement d'ailleurs, évidemment, mais même des taxes de 60% sur les importations chinoises aux US pourraient nous impacter aussi lourdement de manière indirecte. 60% c'est beaucoup, il y a énormément de boîtes tech qui ont des fournisseurs en Chine, énormément de machines, même fabriquées aux US, qui ont des pièces faites en Chine. Sur le sol américain, voilà, vous pouvez peut-être l'assembler, mais il y a quand même pas mal de pièces qui viennent de Chine, et ces taxes vont faire flamber les prix pour les consommateurs. Alors il y a une étude récente du CTA, le Consumer Technology Association, qui estime que le prix d'un ordinateur portable pourrait doubler
celui d'une console de jeu pourrait augmenter de 40%, celui d'un smartphone de 26%. Et au total, on estime que c'est au moins 2 600 $ par an pour un ménage moyen, voilà, d'impact sur la tech qui augmenterait de prix. Donc c'est une flambée des prix qui serait assurément mal perçue quand même par un électorat qui a voté Trump, en grande partie à cause du mauvais souvenir de l'inflation sous le mandat Biden. Ces hausses de prix vont fatalement modifier pas mal les habitudes de consommation, et donc les marges aussi des entreprises, dont certaines vont se retrouver en position délicate. Essentiellement, les Américains pourraient cesser de consommer du produit chinois, ou des produits qui sont trop faits à partir de pièces chinoises, ce qui aurait quand même des conséquences lourdes. 30% de la fabrication se fait en Chine, au sens large, 30% de la fabrication mondiale de tout, c'est vraiment... ce qui veut dire que se découpler de la Chine, c'est très dur, ça prendra beaucoup de temps si ça doit se faire, et la Chine pourrait contre-attaquer aussi économiquement. Et donc ce serait... parce que voilà, ce serait un coup très dur pour elle, ça porterait un énorme coup à son commerce extérieur, à la Chine, ce genre de truc. Et donc ça pourrait appeler en retour des hausses massives de taxes sur les produits américains en Chine, déjà. Donc ça veut dire que ça... globalement, les marchés se fermeraient les uns aux autres, quoi. Donc ça handicaperait le commerce aussi des États-Unis. Et puis il y aurait potentiellement aussi, sur la table, la Chine pourrait aussi décider de hausse de prix sur les ressources naturelles, comme les terres rares et ce genre de trucs. Déjà en 2021, il y avait un rapport qui indiquait qu'une intensification de la guerre économique Chine-États-Unis pourrait se traduire par 1600 milliards de recettes en moins sur 5 ans dans la balance économique des États-Unis. 1600 milliards qui pourraient handicaper du coup la croissance des boîtes américaines, et les boîtes tech en particulier. Alors Trump a quand même derrière lui Elon Musk et Thiel, qui sont issus du milieu de la tech évidemment. Les grands patrons du secteur se fondent d'ailleurs aussi apolitiques que possible, chose qu'on n'arrive pas à faire manifestement. Donc tous d'ailleurs l'ont chaleureusement félicité, et Donald a conscience que ils sont le poumon économique du pays. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va vraiment appliquer 60% à tout ? Comment va-t-il ménager les uns et les autres ? Est-ce qu'il va s'en soucier ? Bon, là, on parle de ce qu'il va faire a priori, si il applique tout. Quant à nous, évidemment, nous en Europe, la situation est préoccupante aussi, parce que si pour faire court, les Américains n'achètent plus rien de chinois, les Chinois ils vont bien devoir écouler tous les produits quelque part. Et qui c'est le deuxième marché mondial ? C'est nous. Donc on pourrait avoir déboulé des masses de produits à bas prix, des produits chinois de tout, du slip en dentelle à la voiture électrique, qui inonderaient notre marché, qui mettraient à mal les acteurs économiques locaux. Alors, on ne le doit pas qu'à Trump, attention, pour le coup, c'est pas du tout qu'un truc. Par exemple, Biden s'est mis aussi pour les voitures électriques à faire quasiment de l'isolationnisme, puisqu'il avait décidé déjà 100% de taxes sur les voitures électriques, je crois, les voitures électriques chinoises. Il y a des taxes aussi en Europe, d'ailleurs, pour l'importation de véhicules électriques chinois. Enfin, pardon, en Europe. En France, en l'occurrence, il y a eu des taxes qui ont été appliquées aussi. Mais d'ailleurs, il va falloir s'organiser, parce que pour des pays comme l'Allemagne, c'est un cauchemar. 20% de taxes, d'ailleurs, 20% de taxes pour exporter aux US, si vraiment il y a ce 20% qui arrive pour les... C'est une concurrence monstrueuse. Et en plus, il y a la concurrence des Chinois par-dessus sur le marché européen. BMW et Mercedes, ils doivent avoir un petit coup au moral. 2025, ça nous s'agiter. D'ailleurs, leur valeur en bourse a chuté juste après la nouvelle. Compliqué d'essayer de savoir un petit peu tout ce qui va se passer. Évidemment, c'est des projections, et comme tu le dis, les observateurs et les spécialistes s'arrachent encore un petit peu les cheveux, parce qu'il y a aussi ce caractère extrêmement imprévisible. 60%, ça paraît tellement énorme. Alors, si on se met à la place de Donald Trump, je pense que la volonté, c'est évidemment d'amener les États-Unis à reproduire des choses en interne, mais quand on voit la difficulté qu'il y a à avoir certains process de fabrication et certaines chaînes d'approvisionnement qui sont installées aujourd'hui en Asie, on l'a déjà traité d'ailleurs dans des épisodes spéciaux de Tech Café pour des raisons particulières, c'est pas demain la veille que ça va changer. J'ai quand même l'impression que ça va être difficile à appliquer et à mettre en œuvre et à maintenir dans le temps. Mais évidemment, on verra ce qui sera appliqué. Et là, on n'a pas notre boule de cristal. En tout cas, on peut s'attarder plus spécifiquement sur les voitures électriques. Moi, j'ai été très marqué, Guillaume. Le truc qui m'a le plus marqué, au-delà des résultats et de l'élection de Donald Trump qui a remporté... en plus, il y a tout. Il y a le Congrès. Tout est républicain maintenant, et tout est... dans un vent favorable pour les décisions de Donald Trump. Il y a le vote populaire, il y a le vote des grands électeurs, voilà, tout ça c'est les cases sont cochées. Moi, ce qui m'a étonné, c'est le discours de prise de parole de Donald Trump suite à son premier résultat des élections. Ça a été un monologue hyper long, à mon sens, sur Elon Musk. Alors, on sait qu'il était présent durant les élections, on l'a relayé, on en a parlé dans Tech Café, on l'a tous observé.
Mais il y a eu cette espèce de monologue et cette espèce d'envolée lyrique à son sujet qui était particulièrement détonnante. Est-ce que ça veut dire, Guillaume, que les voitures électriques vont enfin trouver grâce sous le sigle de Tesla aux yeux de Donald Trump ? C'est ça, le secteur de l'automobile, il est dans une situation qui est même un peu paradoxale, parce que d'un côté, Trump n'aime pas les voitures électriques. Il les a fréquemment critiquées. Il veut immédiatement mettre fin au crédit d'impôt sur l'achat de nouveaux véhicules, qui se passe en ce moment, qui pousse en ce moment les ventes aux États-Unis, un nouveau véhicule électrique. Ouais. Il dit qu'il marche pas. Les véhicules électriques, il dit que ça marche pas. Voilà. De toute façon, en plus, ces encouragements pour les véhicules électriques, ils font partie des 450 milliards pour le climat, finalement, pour une transition vers des énergies décarbonées. L'objectif plus long terme des US étant d'avoir 50% de voitures électriques en 2030, Trump est parfaitement contre. Lui, la bagnole thermique, il adore, et nul doute que ça va faire les affaires des constructeurs qui sont d'ailleurs un peu en retard sur le sujet, qui ont peut-être du mal à se faire une place sur le marché de l'électrique. Mais ce qui est curieux, c'est la position de Tesla, du coup. Parce qu'effectivement, Elon Musk, c'est le militant trumpiste number one, c'est le plus médiatique, le plus généreux en termes de dons, il a été littéralement encensé par Donald. Bon, la position de Trump sur les voitures électriques fait pas trop les affaires de Tesla, a priori. En réalité, tout compte fait, ça pourrait rouler. Parce que, donc on a dit que Biden, déjà en septembre dernier, était en train de finaliser des taxes de 100% sur les véhicules électriques chinois, mais il y a aussi 50% sur les panneaux solaires et 25% sur les batteries. Et ça, c'est Biden, c'est même pas Trump. Donc avant même Trump, Tesla était protégé d'ailleurs de la concurrence chinoise, on peut dire ça comme ça. Avec les 20% de Trump supplémentaires sur tous les autres produits, finalement il sera aussi protégé de la concurrence européenne, de la concurrence internationale au sens large. Quant à Musk, on le pressent pour avoir une position officielle effectivement dans l'équipe gouvernementale. Alors bon, on ne sait pas trop. J'ai vu flotter le nom de Department of Government Efficiency, donc ça ferait DOGE, la boucle est bouclée. Alors si c'est le cas, il pourrait être en bonne position pour faire un certain nombre de trucs qui l'arrangent. Déjà, préserver le réseau de bornes de recharge Navy, qui doit... Navy prévoyait d'équiper les autoroutes du pays en recharge rapide, en borne de recharge rapide. C'est un programme de 7,5 milliards de dollars qui avance au pas et qui serait menacé de disparition sans Musk, mais avec lui, il pourrait passer la seconde, au contraire, Tesla étant un des bénéficiaires du programme Navy. Tesla est aussi sous le coup de plusieurs enquêtes de la NHTSA, donc c'est la police de l'autoroute, quoi. Des enquêtes qui pourraient ne pas trop avoir dessus, du coup, on ne sait pas. Et plus généralement, tout ce qui concerne les soucis liés aux velléités des travailleurs, d'avoir des syndicats ou simplement des conditions de travail décentes et pas trop dangereuses. Bon, des soucis qui est partagé par Amazon, par ailleurs. Ça, je pense qu'il faut un petit peu oublier, ça va pas être trop le meilleur moment. Mais bon, Elon, donc, aurait encore une autre casquette. En plus d'être le patron de SpaceX, Tesla, de X, de Neuralink, de XAI, il sera aussi une sorte de secrétaire d'État, je sais pas, on verra. En fait, c'est possible, il suffit qu'il arrête de jouer à Diablo 4. Bon, on en reparlera dans la section jeux vidéo, mais je pense qu'il a la place. Oui, restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir, c'est pas une blague de la part de Guillaume. Enfin, c'est ironique, c'est pas forcément une blague. Et puis, en matière d'intelligence artificielle, forcément, ça pose aussi des questions. L'intelligence artificielle qui dicte là aussi l'actualité et les contenus des épisodes de Tech Café depuis pas mal de mois maintenant. Il y avait plutôt un vent d'accompagner l'arrivée de l'intelligence artificielle avec un certain nombre de garde-fous aux États-Unis. Guillaume, à quoi on peut s'attendre ? Sur le sujet de l'IA, le seul truc sûr, c'est que Trump va faire table rase du AI Executive Order de Biden, le code de l'an dernier. C'est un truc qui avait un spectre très large des données personnelles au risque de sécurité majeur. C'est un texte de préconisation sans pouvoir de sanction. Donc c'était vraiment uniquement sur le volontariat que c'était basé. Un des éléments les plus critiqués, ça concernait la transparence imposée aux boîtes sur le fait qu'ils entraînent de gros modèles, et qui faisaient des tests de sécurité dessus et qui étaient encouragés à éliminer les biais. Alors évidemment, quand on parle de biais, tout dépend de quel bord on se place pour qualifier ce qui est un biais, bien entendu. Mais bon, globalement, c'est perçu aussi comme anti-business. C'est les régulations anti-IA. Les positions des uns et des autres sont pas toujours très lisibles. Les républicains sont très traditionnellement pro-business et anti-réglementation, mais ça évolue. J.D. Vance, d'ailleurs, s'est positionné en faveur des IA open source, que trop de régulation pourrait, selon lui, trop lourdement handicaper, et ça pourrait favoriser uniquement les plus gros acteurs. Une position qui peut se défendre, d'ailleurs, pour le coup. Si le AI Act de Biden va être rejeté par Trump, pas probablement, Elon Musk, lui, s'est pourtant prononcé en faveur du défunt projet de loi californien, qui avait quand même pas mal d'exigences, et qui faisait d'ailleurs presque l'unanimité des grosses boîtes tech contre lui, paradoxalement. Et maintenant, on peut imaginer qu'Elon, ayant XAI, il poussera jamais une régulation trop stricte dans le secteur, donc il pourrait effectivement tout simplement plus ou moins écrire, ou dicter les régulations qu'il veut, quoi.
Pour autant, les républicains sont plus systématiquement contre les régulations. Tout est question de comment et pourquoi faire. Donc J.D. Vance lui-même encore a été parfois positif vis-à-vis de Lina Khan, qui est pourtant la bête noire des GAFAM, qui donc est à la tête de la FTC, et qui est la reine de la procédure antitrust. Et on sait bien qu'ils sont les premiers à hurler que les grosses plateformes ont trop de pouvoir, et qu'elles l'utilisent d'ailleurs pour les censurer. Donc un grief qui existe tout autant avec l'IA. Donc les IA sont censées être woke, donc tout sauf le grok d'Elon Musk. Ted Cruz lui-même a qualifié le travail du NIST, le NIST, donc c'est un truc de standardisation, le NIST. Et apparemment, les standards de sécurité seraient woke selon Ted Cruz. Donc je sais pas, en tous les cas, ce serait un plan pour contrôler la parole et contrôler la pensée. Voilà, bon, ok. Donc très probablement, Trump a pas d'avis au-delà de ces notions de censure, d'ailleurs, parce qu'évidemment, il insiste lourdement sur tous ces aspects autant sur les réseaux sociaux que pour les IA. Et donc, bon, voilà, il voudra plus de censure, plus de régulation anti-business. Après, c'est surtout la détestation de tout ce qu'a fait son prédécesseur qui va le guider, j'imagine quand même. Donc il se pourrait que, finalement, rien de significatif ne sorte de la Maison-Blanche dans les 4 ans qui viennent. Si c'est le cas, les États pourraient combler le vide en créant potentiellement un patchwork de régulation très très bordélique. Les politiques douanières et économiques de Trump pourraient aussi avoir un effet indirect sur l'IA, plus massif d'ailleurs que les mesures explicites qu'on pourrait imaginer. Parce que là encore, c'est évidemment, si le prix de certains composants, de certaines machines fluctue, ça peut aussi avoir des conséquences, quoi. Intelligence artificielle peut-être alors un peu épargnée, ou en tout cas moins impactée par cette élection. À suivre évidemment au fil de l'eau selon la réutilisation probablement aussi de la part des GAFAM. Et puis, toujours en matière de réglementation aux États-Unis, il faut qu'on parle un petit peu de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer du côté de la FCC, Guillaume. Oui, entre autres aussi, c'est vrai que pour la régulation de la tech en général, c'est un truc qui a déjà commencé depuis un moment. Les grosses boîtes ont des retours de bâton assez violents en série. Et depuis le scandale de Cambridge Analytica, c'est ça qui a un petit peu mis le feu aux poudres, j'ai l'impression. Il y a quantité de procédures ou d'enquêtes en abus de position dominante, même pour la modération aussi, la protection des jeunes, etc. C'est un mouvement qui va dans le sens de plus de protection aussi contre les monopoles, et a priori, c'est vrai que ça c'est favorable aux nouveaux entrants, c'est favorable aux startups, ça arrange d'ailleurs Andreessen Horowitz, autre gros nom de la tech qui a d'ailleurs été très favorable à Donald Trump. De ce point de vue, les républicains sont plus dans le laisser-faire quand même, sous prétexte que c'est pro-business. Bon, Vance aime bien Lina Khan, mais c'est pas du tout assuré qu'elle reste, et de toute façon, pour les GAFAM, ça risque de pas changer grand-chose, parce que on va pas leur lâcher la grappe du jour au lendemain, pour autant. Les procès vont continuer, il est à craindre que l'humeur de Donald Trump, ce qu'il pense de tel ou tel média ou plateforme, influe sur leur destin. L'exemple majeur pour illustrer ça, c'est TikTok, c'est un autre 180 degrés spectaculaire de Donald, alors que c'est lui-même qui a initié le mouvement pour le mettre dehors. Aujourd'hui, il le trouve cool. Il pense que le virer, ça profitera à Facebook, et maintenant, c'est Facebook qui déteste. Alors, c'est pas parce que Trump aime bien TikTok à tout d'un coup que ça va radicalement changer sa situation. Il le trouve cool. Puisque, la loi a déjà été votée pour TikTok, et elle est en appel à Washington, et la décision sera rendue avant la fin de l'année. Alors, si c'est oui, c'est oui, et Trump pourra sans doute pas faire grand-chose. Par contre, si la loi est suspendue parce que jugée anticonstitutionnelle, là, c'est fini, parce que même si le Congrès avait été plutôt globalement d'accord, ça avait été assez transpartisan comme décision sur TikTok, là, ils vont pas retenter le coup alors qu'ils savent très bien que le président signera pas le projet. Donc, les chances de TikTok augmentent un petit peu de rester aux US avec Donald Trump, même si c'est pas du tout gagné, quoi. Quant à Google, Trump pense qu'il faut pas le démanteler, parce que, alors, de toute façon, c'était pas vraiment l'issue la plus probable, mais c'était sur la table. Donc, un démantèlement, en fait, ce serait finalement, dans une certaine mesure, affaiblir les États-Unis, et affaiblir un grand acteur américain, donc affaiblir un peu les États-Unis. Alors, ce qui va repartir de plus belle, par contre, clairement, c'est les attaques sur la liberté d'expression, tout ça, les critiques, tout ce qui tourne autour des critiques sur la liberté d'expression, ça, voilà, sur la censure anticonservateur, la menace à tel ou tel média ou plateforme qui serait pas tout simplement favorable à Trump. Tout ça va repartir, toute boîte, qui plie pas le genou, quoi, globalement, pourrait se retrouver avec des problèmes à un moment. Et pour ce qui est de la neutralité du net, d'ailleurs, si on regarde la FCC, donc pas la FTC, la FCC c'est le gendarme des communications, on se retrouve avec un avenir assez sombre pour la neutralité du net en elle-même, en fait, puisqu'en gros, la neutralité du net est déjà en train de mourir, tout simplement sous les coups de la Cour suprême, donc c'est même pas Trump, enfin si, c'est Trump, parce que c'est aussi lui qui a poussé pour que la Cour suprême soit ce qu'elle est. Mais bon, disons que, même avant qu'il arrive à la présidence, on avait sans doute évoqué la mort de la déférence Chevron, qui d'ordinaire assure l'autorité de la FCC en matière de régulation des télécoms, c'est mort.
Donc ça veut dire qu'en gros, que ça affaiblit tout simplement l'agence et que ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. L'affaiblissement des agences fédérales, c'est la mode. C'est inquiétant, ça va sans doute très nettement empirer. On se souvient qu'Amazon avait d'ailleurs poursuivi le NLRB, l'agence qui s'occupe des droits du droit du travail. Donc l'équilibre des pouvoirs privés, pouvoirs publics, il est plus que jamais menacé, puisque on sait très bien aussi les projets, on va dire, de refonte et d'optimisation, on va dire, pour l'efficacité des services publics. Il va se traduire par des trucs, à mon avis, assez spectaculaires. Pour la FCC, il y a Brendan Carr qui est pressenti pour prendre la tête de l'agence. Ça donnerait très probablement une mort de la neutralité du net actée, quoi. Les big tech et les plateformes de streaming et les médias, d'ailleurs, pourraient être donc du coup amenés à payer les fournisseurs d'accès pour leur débit. Et donc, ils financeraient indirectement les travaux d'infrastructure des fournisseurs. En même temps, la concentration des médias pourrait encore s'accroître, puisque la FCC, dans une certaine mesure, pourrait s'en laver les mains. Globalement, c'est plus ou moins ce qu'on avait vu avec AgitPie, quoi. Par contre, pour punir les médias, parce qu'elle imagine qu'il y a des biais, alors ça, voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que Brendan Carr souhaitait souhaitait punir la NBC, la chaîne NBC, qui, selon lui, n'aurait pas donné assez de temps d'audience à son champion. Chose qui a été démontrée fausse par ailleurs, mais bon. Et à côté de ça, la FCC pourrait réguler donc le moins possible, et donc protéger le moins possible les consommateurs, parce que c'était quand même ça son boulot au départ. Et au lieu de ça, la FCC sous Carr pourrait aussi pousser à une réforme de la section 230, en particulier de sa composante qui permet aux plateformes de choisir ce qu'elles modèrent ou pas, parce que ça aussi c'est un grand classique. On se souvient que la Floride avait tenté de faire passer une loi approchante, et donc une FCC menée par Carr, plus largement au gouvernement Trump, pourra encore relancer la même bataille pour essentiellement interdire aux plateformes de se modérer elles-mêmes, c'est-à-dire de virer les contenus qu'elles jugent inacceptables, mais qui ne le sont pas, en tout cas pour le pouvoir en place, manifestement. Donc une section de 230 amputée, ce serait synonyme d'un Internet encore plus merdique, tout simplement, l'époque où les conservateurs hurlaient en permanence leur délire de persécution est revenu en force, donc désolé pour ça. Et donc si on modifie la section 230, on va le voir jusqu'ici, puisque de toute façon, le contenu des plateformes va probablement évoluer. On continue et on clôt peut-être ce tour d'analyse suite à l'élection de Donald Trump et des impacts. Ouais, ça suffit bien. Comment ? Oui, ça suffit bien. Oui, ça suffit bien, mais il faut quand même qu'on aborde un petit peu les impacts en matière d'écologie. Alors c'est drill. En gros, on va forer du pétrole, Ça laisse songeur sur la considération de Donald Trump en matière d'écologie. On n'apprend rien, mais maintenant on est au pied du mur, Guillaume. Oui, on finit sur une note totalement désespérée, parce que si, pour tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même un flou finalement assez fort qui demeure. Il y a un domaine dans lequel on est sûr que ça va être un carnage, c'est l'écologie, le changement climatique. Ça, autant on peut se dire Trump est imprévisible, on ne sait pas trop, puis la Musk derrière, voilà, un truc comme ça. Il y aura aussi les réalités économiques, tout ça. Autant pour le climat, on a vu ce que ça donnait la dernière fois qu'il était là, et on voit très bien comment il s'exprime sur le sujet. Bon, faut pas se faire d'illusions. L'écologie, c'est trop cher, c'est le meilleur moyen de stopper la croissance, c'est encore ce qu'il disait le 25 octobre à Joe Rogan, sur son podcast. Limiter la pollution de l'air, de l'eau, ça semble être une bonne idée, a priori. Et pourtant, c'est un des trucs qu'il a complètement détruit la première fois qu'il était en poste. Toutes les règles, les limites ont été abaissées, l'EPA, l'Agence de la protection de l'environnement, avait elle-même déduit que ses propres nouvelles règles allaient avoir des conséquences délétères sur la santé. Bon, l'EPA, elle avait été brutalisée en 2016, elle va être éviscérée en 2025. En 4 ans, la première fois, une centaine de mesures de protection de l'environnement ont été annulées. Et cette fois, Trump envisage de virer pratiquement tous les fonctionnaires, on l'a dit, pour les remplacer par des agents loyaux. Et toutes les mesures prises par Biden, tous les budgets prévus pour la décarbonisation, à moins que c'est déjà été dépensé, c'est fini. C'est annulé, réduire de moitié les émissions avant 2035, c'est mort, on s'en fout. Trump est soutenu par le lobby pétrolier et gazier, il répète volontiers effectivement qu'on va forer, bébé, on va forer, comme tu dis, effectivement. Et il est aussi le président du Bitcoin, je le rappelle. Donc il peut et il va encourager une multitude de manières, un tas de projets qui vont alourdir encore le bilan carbone mondial de 4 milliards de tonnes d'ici 2030, si on en croit un calcul de Carbon Brief qui pense être plutôt prudent. 4 milliards de tonnes, c'est quand même 2 fois ce qui a été économisé en émissions par tous les déploiements solaires et éoliens dans le monde depuis 5 ans. Alors bon, attention, avec Biden, on n'aurait certainement pas atteint l'objectif. Parti comme c'était parti, il y avait... Mais bon, on peut sans trop s'avancer, parler, a priori, si tout se passe comme ça a l'air de se passer, on peut parler d'un bon milliard de tonnes en plus par rapport à la victoire de Kamala Harris, quoi. Et puis d'une manière générale, de toute façon, toutes les agences du gouvernement liées avec l'environnement ne deviennent non plus que des coquilles vides, que ce soit pour
pour les océans, les forêts, tout ça. Bon, à mon avis, il s'en fout. Sinon, il semble que les 1,5 degré de réchauffement soient déjà atteints. Hein. Vous vous souvenez de l'accord de Paris ? Trump non plus, s'en souvient pas. Alors peut-être effectivement que Elon Musk est derrière, il va nous sauver, je ne sais pas. Peut-être qu'Elon Musk a fait tout ça pour infiltrer l'administration de Trump et sauver le monde en pilotant tout de l'intérieur. Après tout, hein, ne disait-il pas en 2018 que le changement climatique était, je cite, la plus grande menace de ce siècle pour l'humanité ? Ben si, il l'a dit, hein, c'est une question rhétorique, hein, il l'a dit. Alors, est-ce qu'il va nous sauver ? Oui, j'y crois. J'espère, je veux y croire, mais j'ai du mal. Je me rappelle encore, il y a effectivement quelques années, hein, de présentation, de keynote d'Elon Musk, où il montrait les Powerwall, là, les services de recharge de voitures à domicile, avec tout ça boosté au solaire. Et il soulignait, et c'était un acteur assez engagé hein, pour sensibiliser sur le réchauffement climatique. T'as raison, il faut pas exclure le fait que ce soit un infiltré de l'écologie et qu'il influe secrètement. Quelque part, si on se fait un peu l'avocat du diable, on peut aussi se dire effectivement qu'il peut tendre à temporiser le caractère complètement fantasque de Donald Trump en matière de tech et qu'il arrive à injecter un petit peu de recul. Peut-être qu'il va lui dire, tu sais, 60%, c'est chaud quand même sur certains trucs, si tu veux qu'on continue à innover, ça va être chaud. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Allez, on va mettre de côté Donald Trump et son élection. On suivra bien évidemment les évolutions comme on le fait habituellement dans Tech Café au fil des épisodes dans les semaines, les mois et peut-être les années à venir. En attendant, on va parler un petit peu de conquête spatiale, ou en tout cas de l'envoi de satellites autour de la planète Terre. Avec, pour être dans la continuité d'Elon Musk, du côté des infos du côté de Starship, Guillaume. Oui, d'ailleurs, c'est une petite rubrique info-fusée, hein, des infos et des fusées, et on commence par celui qui est la plus grosse, celui qui a la plus grosse, hein, incontestablement, c'est Elon Musk, qui a annoncé le jour de la victoire de Trump son prochain test de Starship qui aura lieu le 18 novembre, donc faut fêter ça. 6e vol d'essai après un 5e qui a été très réussi, on va retenter l'exploit cette fois avec donc voilà. Comme la dernière fois, donc récupération du lanceur, amérissage en douceur du vaisseau, il y aura des expériences sur le bouclier thermique et des changements de manœuvre pour la rentrée dans l'atmosphère et un essai de rallumage des moteurs dans l'espace. Ce sera une première pour le Starship qui va donc rallumer une partie de ses moteurs Raptor dans l'espace pour valider qu'il est bien capable, par exemple, de faire des ravitaillements en vol dans le cadre de la mission Artemis. On va suivre ça, on en reparlera sans doute la semaine prochaine du coup. Et puis on peut enchaîner avec quelques brefs sur d'autres fusées. Et en parlant de SpaceX, d'ailleurs, il y a un véhicule cargo Dragon qui va donner un petit coup de boost à l'ISS au sens propre. C'est-à-dire qu'ils vont leur remonter un petit peu en lui donnant 12 minutes de poussée légère. Alors c'est très délicat, c'est 40 kg de poussée pendant 20 minutes. 12 minutes, pour surtout valider la possibilité de réajuster la trajectoire de l'ISS avec les appareils de SpaceX. Alors que c'était une tâche traditionnellement dévolue du matériel russe. Par ailleurs, ça donnera aussi des informations précieuses sur la mise au point du véhicule funeste qui va faire tomber l'ISS de manière contrôlée lorsqu'elle sera en fin de vie, au début des années 2030. Alors, comme on parle des Russes, on peut aussi mentionner qu'ils ont eu ces 12 derniers mois l'année la plus calme au niveau spatial, depuis très 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 longtemps. Depuis la guerre, tout le monde fait appel à ces... depuis la guerre, disons, plus personne, ne fait appel à ces services, tout le monde les fuit. Et bon, mis à part son propre marché et le marché iranien, il n'y a plus personne pour utiliser leurs fusées. Il y a 2 satellites de reconnaissance et de communication qui viennent d'ailleurs d'être envoyés en orbite sur une fusée Soyouz, 2 satellites iraniens. Alors bon, on parle des copains, la Russie, l'Iran, comme ça, en mentionnant aussi la Corée du Nord, qui vient de lancer un test de missile balistique qui s'est élevé à 7700 km dans l'espace avant de retomber. Un succès qui préfigure des missiles balistiques de croisière capables de frapper à 15 000 km, soit largement aux États-Unis, selon le japonais, qui était dessous, qui ont regardé ça de près, qui était bien placé. Hasard ou coïncidence, ce test réussi correspond à peu près à l'envoi de troupes sur le front ukrainien, donc on craint de voir avec quel type de technologie les Russes ont dédommagé la Corée de leur effort de guerre. On finit sur une note positive, c'est dur mais on essaye, avec quelques nouvelles de Thémis. C'est qui Thémis ? C'est notre Falcon à nous, en quelque sorte. C'est la prochaine génération de lanceurs réutilisables européens, parce que oui, c'est un projet qui existe depuis 2018, mais qui se fait quand même très discret depuis 6 ans. Alors le premier test en vraie grandeur où le lanceur doit décoller et revenir, comme ça faire un petit saut finalement, ça s'appelle ça un petit hop, un petit saut, c'est pour l'an prochain, ça y est. Donc l'ESA a posté quelques nouvelles le 6 novembre, le système complet a été testé, et un démonstrateur est en cours de construction, donc le réacteur principal et les systèmes de contrôle ont été installés sur le corps de la structure. Le premier test aura lieu en Suède, à Esrange,
et un moteur Prometheus. Donc il y a un seul moteur Prometheus qui sera mis en service, et ce sera un test à basse altitude, donc ça va s'élever mais pas très haut, puis ça va revenir, et se reposer en douceur, on espère. Un test à plus haute altitude va utiliser 3 moteurs et aura lieu en Guyane, et ça sera 12 mois plus tard. Donc en gros, le démonstrateur a le moteur fixé, bon là il faut mettre les capteurs, les ordinateurs, le câblage, il faut le finir quoi. Tout ça est construit au Muro, vers Paris, dans un ancien atelier d'Ariane 5. Il sera amené par camion jusqu'en Suède, et on espère vivement que ça passe comme prévu, parce qu'on est quand même pas super d'avance, niveau réutilisable, donc on espère. Enfin, je dis ça, mais la NASA ne fait pas vraiment mieux en réalité. Le secteur privé est en pointe, mais c'est vrai que si on regarde la NASA et l'ESA, malheureusement, on n'est pas complètement au même niveau, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a quelques épisodes de ça, je posais la question, effectivement, et alors, en Europe, ça donne quoi? Bon, mais comme ça, on est actualisé, effectivement. C'est intéressant de voir qu'il y a des plans. On n'en doutait pas trop, dans le fond, qu'il y avait ces projets-là. Je ne craignais que ce soit à encore plus long terme. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais il y a des choses qui se passent malgré tout. Et c'est important de les souligner. On va, Guillaume, effectivement, faire un petit tour du côté du Japon. C'est une news je pense qu'on a été nombreuses et nombreux à voir passer. C'est cocasse, ça fait sourire. Il faut qu'on rentre un tout petit peu dans les détails. Il est question de changer la façon dont on conçoit les satellites avec autre chose que du bon vieux métal, Guillaume. Écoute, les Japonais font pas que regarder passer les missiles balistiques nord-coréens, ils innovent aussi, mais tu sais ce qu'on dit du Japon, toujours entre tradition et modernité, tout ça. Et c'est vrai que quand on voit leur nouveau satellite expérimental, il a plutôt l'air d'une grosse boîte à thé, tu sais, pour mettre du sencha ou du matcha, que d'un satellite, parce que c'est une coque en bois, effectivement, et donc ce Lignosat a été lancé par l'université de Kyoto, et il est en bois, en vrai bois, quoi. Alors évidemment, un peu traité, mais c'est du bois. Alors il y a, bien entendu, on parle que de la coque, donc il n'y a pas que du bois, il y a aussi l'électronique dedans, comme d'habitude, et puis il y aura des panneaux solaires dessus qui sont pas en bois du tout, c'est la structure de base qui est en bois. Alors c'est un choix étonnant, et pourquoi le bois, pourquoi pas? Parce que ça craint quoi le bois finalement? Ça craint l'humidité, ça craint les parasites. Dans l'espace, bon courage les termitins, il y a pas trop, il y a rien à craindre de ce côté-là, quoi, dans le vide. Et puis le bois, ça pousse, donc si on imagine, il faut quand même avoir de l'imagination, quand on veut faire des colonies dans l'espace, sur Mars ou la Lune, on pourrait y faire pousser des arbres et les utiliser comme matériaux de construction. Voilà, c'est faire un petit chalet martien, comme ça, c'est cosy. Alors c'est ce que dit Takao Doi, un astronaute qui évoque un plan sur le long terme, 50 ans au moins, et qui pourrait permettre d'avoir des maisons en bois, peut-être des tatamis, pourquoi pas, si on fait pousser des arbres, pourquoi pas, de la paille de riz, je sais pas. Je charrie, mais l'idée est pas si idiote, en tout cas pour les satellites. On envoie des tétrachiers de satellites dans l'espace en ce moment, et on sait bien qu'ils vont tous tôt ou tard nous retomber dessus. En cramant, bien sûr, et en dégageant des trucs dégueulasses dans l'atmosphère. Or, le bois, ça brûle bien, et ça fait des suies qui sont pas trop dangereuses, quoi, donc pourquoi pas. Alors, en tout cas, ça fait des suies qui sont moins dangereuses que les satellites standards. Donc pourquoi pas. Je suis un poil plus sceptique sur les maisons sur Mars, les maisons en bois sur Mars, je vois pas trop pourquoi on ferait des chalets en bois, et pas juste en caillasse locale, qui ont déjà poussé, donc je sais pas trop. Mais peut-être que je rate quelque chose, et puis c'est vrai que le cosy, déjà, c'est quelque chose. Qui aurait imaginé ça? En fait, c'est intéressant de voir qu'effectivement, le bois, ça doit sans doute moins, voire pas pourrir dans l'espace. Effectivement, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... non, là, c'est tranquille. Excellent. J'aurais jamais pensé que l'étanchéité du bois soit suffisante, mais bon. On termine pendant qu'on parle de satellites et d'envoi de choses dans l'espace avec la multitude de satellites qui sont là pour regarder ce qu'on est en train de faire, Guillaume. Les yeux de Sauron, il y en a plein. Tout petit follow-up, il y a quelques semaines de ça, on parlait d'un contrat entre SpaceX et l'armée américaine pour des lancers de satellites militaires, et on a quelques petites informations supplémentaires. En fait, c'est une constellation de satellites espions. Il y en a une bonne centaine. Ils sont fabriqués par SpaceX et 80 ont déjà été lancés. Ils constitueront un réseau de surveillance globale qui va croître au fur et à mesure. Et donc il y a une centaine aujourd'hui, enfin en tout cas là à terme, et puis bon, peut-être que dans la prochaine décennie, on pourra passer à 400. On ne sait évidemment rien des capacités précises de ces appareils, évidemment, la résolution des caméras, tout ça, on ne sait pas. Elle est raisonnable selon les intéressés. Et on sait qu'ils monitorent des installations stratégiques du monde entier, qui sont capables de repérer un missile qui serait tiré sur les US très rapidement. Ils sont en orbite basse, et ils couvrent ou couvriront bientôt le monde entier, et le but c'est de permettre en quasi-temps réel, de surveiller la Terre en quasi-temps réel. Et en réalité, si tu couples toutes ces grosses webcams volantes avec le réseau Starlink, c'est tout à fait envisageable. C'est le NRO, le National Reconnaissance Office, qui lui-même nous gratifie de ces informations et qui l'accompagne d'un avertissement. Vous ne pouvez pas vous cacher, nous regardons constamment. Et donc, s'il fait beau, profitez-en, faites coucou aux agents du Pentagone de votre fenêtre, c'est toujours sympa. Ça fait froid dans le dos quand même, mais bon, c'est la tendance du moment, on se doit de la relayer, on continue
Guillaume, avec une autre rubrique, avec celle dédiée à un petit peu d'intelligence artificielle. En tout cas, il y a une vraie tendance avec Guillaume, OpenAI, qui veut tout faire pour déployer son interface de chatbot. On va faire un petit tunnel de news OpenAI, effectivement, qui a eu apparemment forte affaire avec les demandes de deepfake politiques durant cette dernière saison. Il y aura eu 250 000 demandes qui ont été faites pour générer des personnalités politiques, 250 000 demandes qu'il a rejetées, qui ont donc été générées ailleurs par d'autres trucs, forcément. OpenAI se met en valeur, évidemment. Il met en valeur ses mesures de sécurité pour DALL-E et aussi pour ChatGPT qui a redirigé plus de 2 millions de requêtes vers des sites d'information pour voir les résultats ou pour avoir des informations sur le scrutin, sur où voter, comment voter, etc. ChatGPT suspecté de wokisme, de toute façon, toujours insiste sur le fait que son chatbot n'a jamais pris position. Attention, jamais un chatbot neutre que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs à une nouvelle adresse, chat.com. Et oui, quelqu'un possédait une adresse chat.com. Mais elle était trop chère pour Chat Magazine, je pense, ou même pour Matoucha, ça c'est dommage. Parce qu'elle coûtait vraisemblablement plus de 15 millions de dollars. Le proprio, qui s'appelait Dharmesh Shah, bien sûr, il n'y a pas de hasard, il s'est juste planté dans l'orthographe, c'est chat avec CH, lui, mais bon, c'est pas grave. Il l'a acheté 15,5 millions et il l'a revendu quelques mois plus tard pour un peu plus, on ne sait pas combien, donc OpenAI l'a probablement racheté encore un peu plus. Imaginez le carton que ferait en France un site qui s'appelle chat.com. Avec plein de vidéos de minous, enfin d'animaux, je veux dire, évidemment. Bref, au lieu d'un adorable et réconfortant site avec des chatons, OpenAI, évidemment, envisage de mettre forcément un banal chatbot sur ce qu'il appellera probablement chat.com, et non pas chat.com, parce qu'ils n'ont aucun humour. OpenAI n'a rien dit, on suppose qu'il poursuit tranquillement son entreprise de rebranding, donc fini OpenAI, fini ChatGPT, on simplifie tout, donc on sera haut et on fait du chat. C'est tellement aride. Surtout par rapport à de petites boules de poils avec des grands yeux humides comme ça. On va continuer avec un contrat bien négocié, Guillaume. Oui, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Walmart, Vodafone et Maersk? Maersk, c'est un spécialiste du fret maritime, c'est un énorme armateur danois. Eh ben, ils utilisent tous un logiciel d'une boîte qui s'appelle Pactum et qui fait appel à l'intelligence artificielle pour négocier des contrats avec des sous-traitants et des fournisseurs. Pactum, c'est une petite entreprise estonienne qui s'est lancée il y a 5 ans dans la négociation automatisée. Donc il fournit un agent qui est capable d'analyser les termes du contrat et de les mettre en relation avec des grosses masses de données issues des prix du marché, ou tout simplement des données historiques de la boîte, et d'en faire une synthèse qu'il donne à un expert humain qui va décider, lui, si les données digérées par Pactum le poussent à l'inspire pour faire le deal ou pas. L'agent pouvant faire une contre-proposition d'ailleurs et analyser la réponse, etc. Évidemment, des boîtes monstrueuses comme Walmart ou Vodafone, ils l'utilisent pour négocier des milliers de contrats qui les lie avec des milliers de petits vendeurs, fournisseurs des contrats qui ont chacun d'ailleurs une valeur faible, mais qui sont très nombreux. Et c'est évident, c'est un domaine où l'automatisation est naturelle. Il y a des milliers et des milliers de contrats qui doivent être étudiés, analysés simultanément H24. Le logiciel peut faire ça, on peut faire ça 2000 à la fois, tout le temps. Et un jour, ils pourraient faire eux-mêmes les contre-propositions. Sans humain, ils pourraient arriver tout seuls à des deals. Le logiciel intègre un modèle de langage, ce logiciel-là, il y a un modèle de langage qui analyse un petit peu les termes du contrat, tout ça, et qui donc peut générer aussi diverses réponses à des appels d'offres. Alors pour le moment, il y a toujours un humain dans la boucle, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Et il serait naturel qu'il saute un jour, et pour que ça aille encore plus vite, ce serait tout aussi naturel que les vendeurs eux-mêmes utilisent la même technologie. Il n'est pas difficile d'imaginer un monde où des robots, des IA négocient entre elles et aboutissent à un deal toutes seules pour le compte de leurs propriétaires respectifs. C'est dingue et c'est pas si loin de nous que ça. Ça pose aussi plein de questions tout à fait rigolotes. Comment s'assurer que les IA soient honnêtes, qu'elles fassent les meilleurs choix, qu'elles fassent les meilleurs choix pour leurs propriétaires respectifs, qu'elles ne fassent pas de collusion entre elles au détriment de leurs humains de compagnie. Comment être sûr que les IA ne sont pas trop créatives, qu'elles n'aboutiront pas à des termes absurdes, mais qui rentrent finalement dans les clous de ce qu'on leur a demandé. Par exemple, si 2 IA négocient pour savoir ce qu'on va manger ce soir, et que l'une d'entre elles veut une pizza et que l'autre veut des sushis, elles pourraient s'accorder pour dire que la meilleure solution, c'est de foutre des sushis sur une pizza. Non, ce que je voulais pas. Et voilà, une pizza au sushi, et tout le monde est content, sauf celui qui doit manger le truc. Donc c'est des questions qui sont dignes de films de science-fiction, mais qui risquent finalement de nous concerner rapidement. Notez que je n'aime pas du tout les pizzas au saumon, et je leur préfère les pizzas hawaïennes, jambon, ananas. Voilà, c'est dit. On continue, Guillaume, dans la directe continuité. On prend tous les risques, décidément. On est tellement politisé, là.
Je vais me mettre à dos énormément d'auditeurs, je suis désolé. Vous qui écoutez Tech Café et qui détestez les pizzas hawaïennes. On continue, Guillaume, logiquement avec une nouvelle étude. Dans notre recherche de l'impact de la révolution sur les métiers bel et bien humains, Guillaume. Une ONG qui s'appelle le National Bureau of Economic Research, donc le NBER, vient de prendre un rapport sur l'impact de la robotisation sur 16 millions d'Américains entre 2004 et 2016. Le but, c'est d'étudier l'impact sur la valeur des carrières, c'est-à-dire combien vont gagner en moins, ou en plus éventuellement, sur l'ensemble de la carrière les individus en question. Donc ils ont étudié des zones où il y avait eu des automatisations assez massives, où cette robotisation a obligé les gens à changer de carrière, mais aussi ils ont pu voir qu'il y a eu des effets en cascade finalement sur tous les secteurs économiques. Il y a des jobs qui disparaissent dans les secteurs de la production, il y en a donc d'autres secteurs qui vont voir plus de demandes d'emploi, etc. Alors synthétiquement, l'impact des robots est négatif et proportionnel au nombre de machines, c'est-à-dire grosso modo l'ampleur de l'automatisation. Pour la période de 2004-2008, chaque robot supplémentaire pour 1000 employés se traduit par une baisse de presque $4 000 sur la valeur de la carrière. Donc pour chaque robot et en face de 1000 employés. Et pour la période de 2008-2016, on est sur du $2500. Donc chaque robot supplémentaire pour 1000 employés se traduit par une baisse entre 1,1 et 1,7% de la valeur globale de la carrière. Donc une baisse qui est plus prononcée pour les ouvriers faiblement qualifiés. Donc les robots ne permettent pas, c'est ce qu'ils ont constaté, de mobilité par le haut. C'est-à-dire qu'ils réduisent les chances de trouver un emploi mieux payé. Le plus souvent, les changements vont vers des emplois payés pareil, voire moins, surtout d'ailleurs, et encore une fois, pour les moins qualifiés. Donc le robot bloque l'ascenseur social, quelque part. On constate que les ouvriers affectés ont simplement moins d'opportunités. Donc ils ont pris la zone de la Rust Belt aux États-Unis, qui a été particulièrement touchée, et pire encore, les effets de la robotisation dans le secteur de la production se font sentir dans tous les autres. Donc il y a deux effets. Comme on disait, d'une part, les gens remplacés par les robots doivent bien trouver du boulot quand même, ce qui donne une compétition supplémentaire pour l'emploi dans les autres secteurs, ce qui conduit à des salaires inférieurs. Ensuite, les gens affectés par les remplacements, directement ou parce qu'ils ont un boulot moins bien payé, ils ont moins d'argent à dépenser. Ils sont moins riches, ils ont moins d'argent à dépenser, donc ils consomment moins, ce qui fait moins de recettes aussi pour l'économie au sens large. L'économie qui ralentit, on a un cercle vicieux en quelque sorte. L'article se termine par une corrélation très claire aussi entre les électeurs de Trump et les zones les plus affectées par l'automatisation. Donc l'incertitude et la détresse sociale motivent la recherche d'alternatives politiques, et ça, c'est pas qu'aux États-Unis, et oui, c'est encore de la politique, désolé. Ah, décidément, t'auras tout fait pour nous attirer les foudres des observateurs de la tech qui ne veulent pas entendre parler de politique, Guillaume. On continue avec une nouvelle manifestation de la tech qui bouleversera peut-être, ou en tout cas qui pose question sur le monde de l'emploi, avec quelque chose d'un peu curieux qui s'est passé en Pologne, une interview avec une personne décédée, en fait, c'est ça, Guillaume ? Exactement. En Pologne aussi, faire de l'audience à la radio, c'est pas toujours facile. Donc il y a Off Radio Krakow qui avait du mal, peut-être elle avait même moins d'audience que nous, c'est pour te dire. Du coup, le boss s'est dit, j'ai rien à perdre, faisons des trucs innovants. Oui, parce que t'imagines pas le nombre d'auditeurs qu'on va perdre après toute la politique de cet épisode. C'est vrai, putain. Donc faisons des trucs innovants, spectaculaires et éthiquement discutables. Il a donc lancé 3 nouveaux présentateurs jeunes de 20, 22 et 23 ans et modernes, dont le coup, il y a même un non-binaire très impliqué socialement, un ou une, je sais pas du coup, mais bon, on s'en fout. Et surtout, ils ont fait une interview incroyable, celle de Wisława Szymborska, une poétesse prix Nobel de littérature en 96, dont, rassurez-vous, moi non plus, j'ai jamais entendu parler. L'interview a fait sensation, faut dire qu'elle était vraiment inattendue, puisque Wisława est morte en 2012. C'était tout simplement une interview synthétique, rédigée par ChatGPT et vocalisée par Eleven Labs. D'ailleurs, les jeunes présentateurs tendance étaient eux aussi parfaitement artificiels, tout ça a été assez mal pris, parce que ça n'a pas du tout été dit, en particulier d'ailleurs par un présentateur humain récemment licencié par la radio, qui confesse quand même que la voix de la poétesse était très bonne, par contre le contenu était très plat. C'était des banalités finalement qui rendaient pas justice à une femme de lettres, justement. Le patron de la radio n'a rien dit, il n'a jamais dit à l'avance que les hosts étaient synthétiques et que Wisława aussi était synthétique, même si pour le coup c'était plus simple à déduire, en tout cas si tu connaissais la personnalité. Et donc il s'est pris un gros retour de flamme, usurpation de grandes figures littéraires, pour une interview creuse, remplacement d'employés par des machines, utilisation des IA contre les humains. Bon, il voulait du buzz, il a eu du buzz. Il a dit qu'il n'a jamais voulu remplacer qui que ce soit, qu'il voulait juste ressusciter Off Radio Krakow, et qu'on en parle, et c'est réussi, puisque j'en parle jusqu'ici, c'est pour te dire, jusqu'en France.
les réactions ont été très vives et finalement qu'à moitié terrifiantes. Parce que on peut dire que voilà, on peut citer Michel Ruzinek, qui gère une fondation des ayants droit de la famille de la prix Nobel, qui avait donné l'aval pour l'utilisation de la voix, donc la radio n'a rien à se reprocher de ce côté-là. Et Michel a révélé que Wislowa, elle avait le sens de l'humour et il s'imaginait que ça l'aurait amusé. Et il a trouvé que la voix était incroyablement ressemblante et qu'on aurait pu s'y tromper. Par contre, le contenu était tellement sans intérêt à côté de la plaque par rapport à comment l'original aurait pu répondre, que ça l'a rassuré. Parce que si la voix et l'interview avaient été vraiment très bonnes, là, ça aurait été vraiment terrifiant. Ça me rappelle, Guillaume, il y a 2022, une émission qui était arrivée en France, L'Hôtel du Temps, où Ardisson interviewait les personnes. Alors, c'était pas du tout la même chose, mais j'essaie juste de faire le parallèle. À l'époque, c'était juste du deepfake et l'image de Dalida était reconstituée, évidemment, là, pour le coup, en s'appuyant avec un peu d'intelligence artificielle de l'époque. Tu te rends compte, il y a de ça 2 ans, 2 ans et demi. Mais l'interprétation, c'était du deepfake, donc c'était un acteur ou une actrice plutôt qui interprétait les réponses de Dalida, et puis c'était donc deepfaké avec l'image de Dalida. Et les réponses étaient extraites de réponses qu'elle avait pu déjà donner par le passé, qui étaient peut-être un tout petit peu rédigées. Mais est-ce qu'on peut se rendre compte en 2 ans, alors encore une fois, là il y a un truc vidéo, l'autre c'est de la radio, etc. Mais est-ce qu'on se rend compte de la tendance vers laquelle on arrive ? En fait, il y a seulement 2 ans, on trouvait ça hyper moderne, quoi, d'arriver à faire ce genre de choses. Encore une fois en image, mais je sais pas, moi ça me bluffe en fait. Bon bah écoute, non mais ça va se banaliser, et puis il y a les algorithmes qui arrivent, il y a encore d'autres algorithmes qui arrivent, là. On peut d'ailleurs mentionner là-dessus, puisque tu parles de deepfake, un truc qui aurait vraiment beaucoup servi finalement à Ardisson. Tu m'étonnes. Ça lui aurait économisé du temps de travail, mais alors de manière incroyable, je pense. Alors, c'est encore en phase de recherche, mais c'est très prometteur. Donc, c'est ByteDance qui, quelque part, qui essaie de se positionner un petit peu aussi, enfin, de montrer qu'il sait aussi faire des trucs un petit peu comme Runway avec son Act One. C'est un petit peu la même chose. Le but, c'est de prendre une vidéo de moi qui parle de processeur, et de le transformer en Jacques Chirac qui parle de processeur avec tout, quoi, mimique et expressivité, tout ça le plus naturellement possible. Donc ByteDance lance en fait la deuxième version de son algorithme, puisque c'est Xportrait 2, donc il y a eu un Pro Xportrait 1, et effectivement, quand on regarde le 2, par rapport à Act 1, la première itération était déjà assez proche, mais il y avait encore pas mal de petites erreurs, et la 2 est nettement plus convaincante. Donc on peut dire qu'on transfère de manière quasi parfaite toutes les expressions faciales, les mouvements des yeux, les plis de la peau, la bouche, etc. Et qu'à côté, Act 1 est nettement plus figé. Donc vous avez besoin en fait que d'une vidéo, vous vous filmez en train de parler, tout simplement, c'est la vidéo de votre tête qui parle. Et puis vous avez une image de référence qui peut être une photo de Dalida, pourquoi pas, oui. Mais ça peut aussi être un dessin animé ou une peinture. Et l'image va s'animer et reproduire très précisément les mouvements de la vidéo. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il s'adapte aussi pas mal au style. C'est-à-dire que si c'est une photo, on aura effectivement les plis du visage, les coins des lèvres, etc., les plis du front qui sont synthétisés. Et si c'est un style plus manga animé, on aura un rendu plus plat, évidemment, avec occasionnellement quelques traits pour les expressions quand elles sont vraiment appuyées et ce genre de choses. Donc le style est respecté et les accessoires aussi. C'est-à-dire si vous n'avez pas de lunettes mais que vous voulez vous transformer en Père Noël avec des lunettes, il n'y a pas de souci, le bonnet va suivre le mouvement de la tête et les lunettes aussi, et même si les mouvements sont rapides et de grande amplitude. Donc on pourrait dire que c'est un petit peu l'état de l'art quelque part en matière de deepfake. On imagine sans problème ce truc comme une sorte de super filtre d'ailleurs à utiliser pour quand vous filmez sur TikTok. Quand vous appelez quelqu'un pour, vous pouvez avoir n'importe quelle apparence en visio, ce qui serait assez incroyable. Évidemment, ça pourrait être utilisé de toutes les manières, du pire et du meilleur. Comme bien sûr. Allez voir le papier, la page web où il y a la recherche. Les vidéos sont bluffantes, effectivement, quand c'est comparé aux autres technos, on sent qu'il y a un coup d'avance. Encore une fois, c'est peut-être de la sélection, mais là, on voit vraiment la différence en termes de restitution qui est absolument marquante. On va terminer cet épisode avec une rubrique jeux vidéo. On va reparler un petit peu de notre Elon favori. Parce qu'il a pris parole, Guillaume, en disant qu'il passait beaucoup de temps sur Diablo 4. Je crois qu'on avait déjà un petit peu entendu ça, mais enfin là, ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer finalement. Oui, si on veut. Elon Musk, il est PDG de Tesla, de SpaceX, plus de X vraiment, mais enfin je pense qu'il s'intéresse encore au truc, il a Neuralink, il a XAI, et il a aussi le temps de jouer, mais genre beaucoup, parce que pour battre un record dans une des zones les plus dures de Diablo 4, faut quand même être équipé. Parce que The Pit, c'est un donjon, faut être au niveau 60 rien que pour y entrer, c'est dur, surtout au niveau difficile,
Alors quand tu le speedrun et que tu le termines en 2 minutes 46, tu as dû passer un petit moment à farmer du matos. Des dizaines d'heures facilement. Et pourtant, c'est ce que Musk a réussi. Il l'a avoué à Joe Rogan et c'est validé par le tableau de classement du jeu, alors évidemment, on pourra se dire, bon, ben, c'est pas si c'est lui qui joue, tu vois, mais pour le coup, même s'il pouvait y avoir des doutes juste avec le tableau comme ça, bon, ok. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a John Carmack, John Carmack, un programmeur de Doom, Quake, etc., sommité dans le milieu du jeu vidéo et de la tech en général, qui apparemment le connaît, et qui apparemment le confirme. John Carmack, apparemment, semble bien connaître Musk, et il a une copine, Carmack, qui joue avec lui pour monter de niveau rapidement, parce que Musk est très sérieux apparemment quand il joue beaucoup, et donc quand il fait un raid, apparemment, elle vient derrière, et ça lui permet de monter assez rapidement, parce que lui, il est très très fort, et donc il défonce tous les monstres avant. Donc c'est, apparemment, John Carmack dit, oui, effectivement, il est très sérieux, il joue beaucoup, et donc oui, c'est le 20e joueur de Diablo 4, et c'est le premier américain, c'est peut-être même le deuxième, je crois. Un des seuls occidentaux, je veux dire, qui joue, parce qu'il y a énormément d'Asiatiques dans le top du classement. Donc lui, il confesse, Elon, il confesse que le jeu vidéo est son activité principale, hormis boulot et famille. Donc il y a le boulot, il a la famille et les amis, puis il a le jeu vidéo, quoi. Il est comme nous, en fait. De ce point de vue-là, c'est vrai que... D'ailleurs, il dit aussi que le jeu vidéo est injustement mal vu, que c'est une activité qui lui permet... Alors lui, il dit de refaire une calibration mentale. Bon, c'est sa manière à lui de dire que ça lui vide la tête pas de boulot, quoi, je suppose. Mais bon, chacun son ok, très bien. Et donc, la question se pose, Elon Musk pourra-t-il conserver sa place de numéro 20 mondial sur Diablo 4 tout en travaillant aussi dans l'administration de Trump? C'est la grande interrogation de 2025. Ouais, peut-être même qu'il va aller encore plus loin, on va savoir. Et puis, c'est évidemment, ton sarcasme était tout à propos pour ce petit passage, Guillaume. Il faut qu'on fasse un petit point sur la sortie de la PS5 Pro. Oui, il y a une justice. Tu vois, il y a une justice. Il y a la justice de Dieu, bien sûr, et puis il y a celle de l'économie, bien entendu, de la main invisible du marché. Laquelle est la plus forte? Main invisible qui souvent est aussi parkinsonienne, on ne sait pas trop ce qu'elle fait ruisseler sur qui. Mais bon, là, pour une fois, cette main invisible du marché, elle a mis une bonne grosse calotte sa mère au scalper, qui était persuadé de se faire un max de thunes en revendant des PS5 Pro. Pourtant, c'était pas si évident au départ, parce que je parle bien de la PS5 Pro normale, pas d'une version collector que dalle. Donc, vu son prix, vu l'accueil assez mesuré en enthousiasme de la presse, vu qu'il n'y a pas plus de raison que ça que Sony organise une pénurie pour ce qui est somme toute une console normale, la PS5 Pro, elle n'est pas rare, et donc elle n'est pas chère. Enfin si, elle est chère, mais je dirais pas plus chère que le prix de base. Les scalpers sont donc obligés, incroyable, de revendre leur console achetée en masse au prix du marché, voire même un peu moins. Ce qui est rare, par contre, et ça sent pas bon, c'est les lecteurs de disques externes rajoutés à la machine de la honte. Oui, la machine de la honte, parce que 800 balles sans lecteur de disques, c'est une machine de la honte, prouvez-moi le contraire. On sent que Sony aimerait bien qu'on s'habitue un petit peu aux machines totales dématérialisées, ça l'arrangerait bien, ça lui ferait des sous en plus. Enfin, ça lui ferait plus de jeux d'occasion, plus de jeux prêtés par des amis, quelle horreur, des jeux qui ont été touchés par d'autres mains, mais c'est affreux. Donc voilà, pourtant, on a eu les résultats financiers, puis ça va pas si mal que ça, Sony. Sony a vendu 65,5 millions de PlayStation 5 et 77,7 millions de jeux. Il y a 116 millions d'utilisateurs du PlayStation Network. Le nombre de jeux vendus a augmenté de presque 15% par rapport à l'an dernier, le chiffre d'affaires augmente de 9% et le bénéfice explose à presque 3 milliards. Et la période de Noël, elle est pas encore passée, elle est devant lui. Donc ça devrait bien se passer. D'autant que dans les 6 mois qui restent dans son année fiscale, là, il y a de multiples blockbusters qui arrivent sur la lancée, là, donc il devrait être sur une bonne dynamique quand même. Je complète avec 2 petites choses. Bon, d'une part, j'ai terminé Astrobot, il faut vraiment faire cette expérience de jeu, c'est vraiment une dinguerie et ça plaît vraiment à tout le monde, aux plus jeunes, aux plus âgés, aux plus aficionados des jeux vidéo ou les plus timides. C'est vraiment hyper bien branlé, j'ai les musiques en tête, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, juste pour dire que j'ai terminé ça. Et alors, j'ai une nouvelle corde à mon arc, Guillaume, dans la réparation de manettes. Donc tu sais, je continue mon exploration des réparations des Joy-Con sur la Switch. Et d'ailleurs, j'ai des discussions sur Discord avec 1 ou 2 personnes sur leur réparation de Joy-Con Drift. Bref, j'avais un petit souci sur une manette de PlayStation 5 qui avait été jetée de colère. Et le bouton option, donc le petit bouton qu'il y a en haut à droite, était un peu enfoncé de travers, ne fonctionnait plus. Écoute, tu peux pas savoir à quel plaisir j'ai pu démonter toute la manette, refixer un peu mieux et resolidifier le petit module en plastique bouton.
ça devient vraiment un kiff que j'aurais pas vu venir en 2024, Guillaume, de réparer les manettes. Mais moi je pense que t'as trouvé une nouvelle carrière. Mais c'est fou, j'adore ce truc. Je suis pas certain que ce soit rentable parce que t'as le prix des pièces, t'as le temps que t'y passes, etc. Mais c'est génial. Enfin, j'adore faire ça. C'est vraiment. J'aurais pas cru y prendre du plaisir. Bon, pardon, on continue avec du nouveau du côté de Palworld, un jeu qui est sorti en début d'année avec des polémiques, notamment des doigts pointés en termes de similitude avec l'univers de Pokémon. Et c'est une guerre des brevets, Guillaume. Des doigts pointés, mais parfois vers le haut aussi. Nintendo, par contre, ils se sentent mal. Hein, c'est vrai, apparemment, ils se sentent pauvres. Alors, si tu veux, quand on se sent pauvre, il n'y a pas de petit profit. C'est vrai, regarde avec Pocket Pair, donc les créateurs de Palworld, hein, ils attaquent pour violation de 3 brevets, et ça va leur apporter même pas 70 000 $. J'ai pas oublié un zéro, hein, c'est même pas 100 000 $. C'est pas énorme, c'est vrai, mais bon, il n'y a pas de petit profit. C'était pas évident en plus, hein, il a fallu avoir recours à tout le savoir-faire de petits artisans du brevet, du brevet à la con même, hein, de Nintendo, pour y arriver en plus. Des efforts, de la sueur, une gratification modeste, mais un travail honnête. Parce que les 3 brevets en question, ils ont moins de noms, entre mars et août 2024, et ils sont bien bidons. C'est des trucs ultra spécifiques concernant les personnages, un personnage qui peut viser, lancer un item, ce qui déclenche un combat. Un autre, c'est un peu la même chose, mais comment capturer des créatures avec. Puis il y en a un dernier, c'est sur comment on peut chevaucher une créature, monter et descendre facilement d'une créature. Or, Pocket Pair, c'est pas des Lapix de 6 semaines. Tu vois, ils avaient déjà passé en revue les brevets de Nintendo. Et ils avaient à une époque certifié qu'ils étaient à l'épreuve des balles, de ce côté-là. C'était peut-être vrai à l'époque. Mais c'est sûrement pour ça que Nintendo a déposé 3 nouveaux brevets bien spécifiques pour choper des détails de gameplay des jeux Palworld. Entre autres, parce que chevaucher un truc, ce n'est pas une idée qui s'est jamais vue dans aucun autre jeu, mais bon. Donc c'est sournois, c'est une mentalité de petit boutiquier, mais bon, il n'y a pas de petit profit, voilà. Nintendo n'a vendu que 146 millions de Switch jusqu'à maintenant après tout, et 1,3 milliard de jeux, bon. Et puis, d'ailleurs, on a aussi une semi-info sur la Switch 2 qui n'a pas encore été annoncée, et dont on ne sait même pas si elle s'appellera la Switch 2, mais bon, elle est rétrocompatible, ça y est, c'est officialisé, la rétrocompatibilité c'est bon. La Switch 2 coexistera d'ailleurs avec la Switch, et sera annoncée durant l'année fiscale qui court jusqu'en mars 2025. Donc, voilà, on ne sait pas quand. Et puis, sinon, pour conclure avec Nintendo, ils ont ouvert une nouvelle zone de leur parc d'attractions à Osaka, la zone Donkey Kong. Et bon, c'est rigolo, avec la jungle. J'ai pas vu. Les temples rigolos. Il y a des tambours, des jeux de rythme avec des tambours, voilà, il y a des gros costumes des gens avec des gros costumes de Donkey Kong, et puis il y a une marionnette robot de Cranky Kong qui est assez bien foutue. Je sais pas, ça t'intéresse toi? Je sais pas, Mais oui, mais moi t'es client de l'univers Donkey. Alors oui, complètement, et je rêve un jour de peut-être aller visiter le Japon. Tu vois, il n'y a pas énormément de pays que j'aimerais vraiment visiter, mais je pense que il est tellement aux antipodes de nos cultures, et il y a tellement, à mon avis, des choses incroyables à visiter. J'aimerais visiter le Japon. Et ouais, le parc Nintendo fait partie de ces choses que j'aimerais faire avant de mourir. Voilà, j'en ai pas beaucoup, je le dis, en toute transparence. Mais si un jour je peux faire le parc Nintendo en famille, franchement, j'en serais ravi. En attendant, on va continuer de suivre les aventures et les turpitudes de Nintendo, qui a été donc, si je comprends bien, jusqu'à déposer le concept un peu éloigné de la Pokéball. Mais pas la Pokéball, le concept même de capturer des autres créatures. Donc ça va loin quand même dans leur volonté d'aller emmerder le monde, on peut le dire. Allez, Guillaume, merci beaucoup pour ta préparation d'épisodes hebdomadaires. On espère que, en tout cas, à défaut d'avoir parlé beaucoup politique, on vous a permis de vous tenir au courant de l'actualité des nouvelles technologies. C'est quand même compliqué de passer à côté de ces sujets-là. On en aura un petit peu de distillé aussi dans l'épisode supplément qui arrivera en fin de semaine. Si vous êtes abonné sur Patreon, vous le recevrez un jour plus tôt que les personnes qui écoutent le podcast publiquement. Une raison de plus et une opportunité pour moi de vous inviter à venir nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Vous vous abonnez et vous profitez des épisodes de Tech Café sans la pub. En attendant, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. N'hésitez pas à réagir aux sujets qu'on aborde durant les épisodes, ou même à ces notions de rôle de politique dans l'actualité des nouvelles technologies sur Discord. Et puis en attendant, vous pouvez nous retrouver aussi à titre individuel, forcément, comme toujours. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Ne me dis pas, je vais être jaloux sinon au parc Nintendo, dans la partie Donkey Kong. Je vais être très très jaloux si tu me dis ça. Non, moi, on me retrouve à la fenêtre en train de faire coucou à la NSA. Oui, remarque, peut-être qu'ils nous écoutent déjà, parce que c'est quand même un petit peu leur boulot de nous écouter, la NSA, d'écouter tout le monde là.
Mais enfin, si la NSA nous écoute, il faudra quand même qu'ils se comptent comme des auditeurs. Ouais, c'est vrai. Parce que, c'est vrai. Et d'ailleurs, on le dit. Peut-être qu'ils nous écoutent. On le dit, si jamais ils nous écoutent, ils doivent nécessairement aller envisager un soutien sur Patreon eux aussi. Ah ouais, mais complètement. Ouais, jamais ça. Messieurs les espions de la NSA. Non, mais c'est pas très poli dit comme ça. Madame la NSA, voilà. Madame la NSA, s'il te plaît, laisse-nous des évaluations. Oui. Et si Trump coupe pas trop le budget, pense à notre Patreon. C'est américain en plus. Ça va être pratique pour toi. Allez, merci. Et puis, God bless America. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce message. J'espère qu'il sera entendu. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, principalement Blue Sky, de manière plus anecdotique sur Instagram. Et en tout cas, dans quelques jours, pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.